Le 8 avril 1943. 8200 mètres au-dessus de la ville française de Cosne, le lieutenant Ralph Hermachin, celle de Jacques Geschwader, ne pouvait pas contenir le sourire derrière le masque à oxygène. Des yeux de son Focke-Wulf 190-5, il regarda, divertissant, les silhouettes maladroites des combattants américains traînés vers sa formation. À l'âge de 26 ans et un vétéran de centaines de missions, le pilote allemand ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu, la robuste République Pi-47 Thunderbolt, dans son baptême de feu sur l'Europe animée, ressemblait plus à une blague qu'à une menace. Ils nous ont envoyé des bouteilles de lait volant, se moqua-t-il par la radio à son aile, tandis que le rire riant s'est noyé son rire alors qu'il voyait les énormes combattants américains combattre l'altitude. En bas, 16 Pi-47C du 4e groupe de chasse a forcé leur moteur de guêpe double Pratt & Whitney R2800 avec 2000 chevaux pour augmenter leurs 7 tonnes de métal serré. Pour les cavaliers allemands, utilisés à l'élégance de Spitfire et à l'agilité des combattants soviétiques, ces monstres du ventre, avec des fuselages en forme de baril et des hélices gigantesques, étaient un spectacle presque comique. Personne là-bas, pas même Hermachin, ne pouvait imaginer qu'ils ont été témoins de la naissance de la machine qui, en moins de 2 ans, réduirait l'escadron de combattants de Luftwaffe. Ces cibles grasses, comme il les qualifierait de dédain, se transformeraient en la lance le plus redouté du ciel européen, leur 8.50 crachant 6000 tirs par minute, une puissance de feu capable de couper un demi-deuxième Messerschmitt en moins de 2 secondes. Le major Donald Blexley, commandant de la 335e équipe de chasse et ancien pilote de la RAF, a été le premier à comprendre ce que ces novices ne savaient pas encore, survivre sur le Pi-47 a demandé à oublier tout ce qu'ils avaient appris sur le combat aérien. Alors que l'Allemagne a perfectionné des combattants légers et agiles, la République Aviation avait créé un titan des cieux, un réservoir volant qui a échangé la maniabilité contre la puissance brute, l'altitude et les armes capables de décimer tout adversaire. Parmi les 56 pilotes américains dispersés dans ce ciel français étaient les futurs dont les noms feraient trembler Luftwaffe. Mais ce 8 avril, ils n'étaient que débutants dans une machine infructueuse, face à la force de combat la plus expérimentée du monde. Les Allemands ont volé encore et encore depuis 1939, avec des vétérans forgés dans des batailles en Pologne, en France, en Grande-Bretagne et en Russie. Les Américains ? 0 jour de combat. C'est l'histoire de la façon dont la logique industrielle a surmonté le génie tactique, comment la quantité et la qualité ont fusionné dans une supériorité écrasante, comment le rire des pilotes allemands est devenu redouté lorsqu'ils ont découvert ce que 8 mitrailleuses synchronisées ont fait avec un avion de 400 mètres. Le Pi-47 Thunderbolt est né d'un moment de désespoir en juin 1940, lorsque les combattants allemands ont dominé le ciel de la France. Alexander Kartveli, ingénieur en chef géorgien de République Aviation, a reçu une mission urgente, concevoir un intercepteur à haute altitude capable de rivaliser avec le meilleur de la Luftwaffe. Ce qu'il a livré, cependant, était une bestialité mécanique qui a redéfini les limites du possible. Ce sera un dinosaure, a admis Kartveli à son équipe. Mais ce sera un dinosaure bien proposé. Lorsque le prototype XP-47B a été indiqué pour la première fois le 6 mai 1941, il a laissé tout boucher. Avec 9900 livres à 65% plus lourd que son prédécesseur, la silhouette robuste Pi-43 lancée ETS, avec l'énorme turbocompresseur traversant le fuselage arrière, lui a donné un aspect presque grotesque. Les pilotes de test, à l'approche de la première fois, ont posé la même question incrédule, est-ce que cela rinçait vraiment ici ? Non seulement il a fui, mais le ciel a dominé les altitudes où les combattants allemands ont suffoqué. Le moteur radial Pratt & Whitney R2800, avec ses 18 cylindres et 2000 chevaux, a maintenu la puissance totale à 8200 mètres, où les ennemis sont pauvres. Guide respiration. Le turbocompresseur, propulsé par les gaz d'échappement, garantit les performances du niveau de la mer dans les couches les plus élevées de l'atmosphère, où l'air était trop mince pour les supercompresseurs conventionnels. Le major Hubert Zemke, commandant du 56th Bridgeport Hunting Group, Connecticut, détestait initialement l'avion. Entre septembre 1942 et janvier 1943, son groupe a perdu 18 pilotes et 41 avions en accident de formation. Le Pi-47 a tué plus d'Américains dans l'exercice que les Allemands ne le feraient au cours des premiers mois de guerre. Il a dérapé dans l'atterrissage, s'est renversé dans un décollage excessif de couplet a plongé avec une telle violence que les pilotes ont découvert les effets de la compressibilité, les commandes se congelant lorsque des ondes de choc se sont formées dans les ailes. Mais ceux qui ont dominé la bête ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Le lieutenant Robert Johnson, un garçon intérieur de l'Oklahoma qui deviendrait l'un des plus grands Américains avec 27 victoires, a décrit sa première expérience, c'était comment lié à une locomotive. Le pouvoir était incroyable.
vous ne l'avez pas piloté et tiré. Les premiers combats, en avril et mai 1943, ont confirmé tous les préjugés allemands. Le PI-47 n'a pas pu tourner avec le FW-190, n'a pas grimpé comme Bf-109 et leur maniabilité à des altitudes moyennes était pathétique. Les coureurs de Luftwaffe ont rapidement développé des tactiques pour explorer ces faiblesses, ils ont attaqué en dessous, où le Thunderbolt a pénalisé et les a entraînés pour courber des duels, où l'agilité était plus que le feu concentré. Joseph Pipe Prier, commandant de JG-26, a rapporté après sa première rencontre, la nouvelle chasse américaine et du jambon dans la boucherie. Voler comme un camion, tourner comme un train de fret et grimpe comme une vache enceinte. Nos garçons les appellent des Indiens, des cibles de grosses choses faisant semblant d'être des guerriers. Les chiffres semblaient donner des raisons aux Allemands. Au cours du premier mois d'exploitation, les groupes de chasse aux États-Unis ont perdu 14 Thunderbolt contre seulement 3 victimes confirmées par la Luftwaffe. Même les Britanniques, dans leur élégant Spitfire, ont discrètement suggéré que les Américains repensent leur choix. Les pilotes de la RAF ont joué que la meilleure manœuvre évasive d'un PI-47 était de libérer la ceinture et de courir à l'intérieur de la cabine spacieuse. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans ses compétences initiales, quelque chose que l'intelligence allemande n'a pas réalisé, le PI-47 abattu pourrait supporter une quantité absurde de dégâts avant de tomber. L'un d'eux est revenu d'une mission le 4 mai avec 21 trous de canon et plus de 100 exercices de mitrailleuse, des dégâts qui auraient désintégré un Messerschmitt ou un Spitfire. Le moteur radial massif, sans système de refroidissement vulnérable, a ignoré les impacts qui paralyseraient un chasseur de moteur liquide. Et il y en avait plus, quand le PI-47 a finalement réussi à arrêter leur cible. Une tonne de plomb et d'explosifs prêts à être jetés en continu sauvé. Lorsque les 8 tuyaux de Thunderbolt ont ouvert le feu à l'unisson, ce n'était pas un jet de balles, c'était une tempête de métal qui déchirait le ciel à 2800 pieds par seconde. Les Allemands ont appelé les genrants « Ring of Iron », un terme qui a émergé dans la Luftwaffe rapporte après la mission du 17 août, lorsque les pilotes survivants ont décrit le son comme un train de cargaison tombant du ciel. Le secret était dans la cadence. Alors que les canons allemands MG-151/20 tirent sur des rafales courtes, 20 à 30 tirs d'armes avant de recharger, American M2 Browning SPI 800 coups de feu par minute par tuyau sans pause. Un PI-47 pourrait saturer une cible avec plus de 5000 projets en moins de 20 secondes, suffisamment de temps pour réduire un Bf-110 à un nuage de fragments avant que le meilleur buteur allemand ne termine même son troisième coup. Et contrairement au canon de 20 mm de Luftwaffe, qui dépendait de la précision chirurgicale au bombardier d'abattage, le .50 Lim américain n'avait pas à frapper des moteurs ou des cockpits, balayant simplement le fuselage. Un rapport technique de l'USAF a prouvé, 3 secondes de concentré de feu. D'après un coup de foudre, il suffit de couper en moitié de la chasse allemande en service. Mais la vraie terreur n'était pas seulement dans le volume du feu, mais dans la résilience qui a permis au PI-47 de fournir cette dévastation. Alors que Bf-109 et FW-190 devaient se désengager après des plongées prolongées pour éviter la compression structurelle, les coups de foudre ont prospéré à grande vitesse. Les tests en soufflerie ont révélé que l'LPI-47, conçu pour résister aux charges de 12 grammes, pouvait conserver à 700 000 par heure sans cesse de se désintégrer que les ingénieurs de Messerschmitt considéraient impossible. Les pilotes allemands capturés ont avoué les interrogatoires que attaquer un PI-47 en plongée, c'était comme essayer d'arrêter un train avec leurs mains. Le major Günther Rahl, avec 275 victoires, a admis dans ses souvenirs, nous savions que si un coup de foudre nous emmenait dans une plongée, nous étions morts. Il n'y avait pas d'évasion. C'était comme être chassé par un faucon en acier. Et puis est venue la tactique qui a brisé la colonne vertébrale de Luftwaffe, Thunderbolt Hammer. Développé par le lieutenant-colonel Francis Gaby Gabreski qui mettrait fin à la guerre comme le principal américain d'Europe avec 28 victoires, la manœuvre a exploité la combinaison létale de la vitesse, du poids et de la puissance de feu du PI-47. Au lieu de chasser les combattants allemands dans des combats de chiens, les Thunderbolts ont fonctionné sur des paires à 35 000 pieds, où la densité d'air a rendu les Bf-109 et FW-190 lents et lourds. Lorsqu'un groupe de combattants ennemis a été repéré ci-dessous, le chef de paire a crié « Hammer Time » par la radio. Les deux PI-47 ont été inversés et plongés à un angle de 70 degrés, accélérant à 600 000 par heure en seconde. Les Allemands, entraînés pour se battre dans des courbes serrées, n'avaient pas de réponse. Le premier a réalisé que l'attaque a tenté de plonger pour s'échapper, juste pour découvrir que Thunderbolt était encore plus rapide. Ceux qui ont tenté de grimper ont été frappés par la loi de la physique, l'énergie cinétique du PI-47, convertie en altitude en une montée de zoom, les a laissés derrière les insectes. Le résultat ?
Un taux d'abattage qui a fait de la Luftwaffe repenser sa doctrine. En septembre 1943, pendant la semaine de Blitz, une série d'attaques massives contre des cibles industrielles allemandes, le 56e groupe de chasse P-47 a placé 61 combattants ennemis en 7 jours, avec la perte de seulement 3 Thunderbolt. L'un d'eux, piloté par le capitaine Robert S. Johnson, le même qu'il a survécu à l'enfer sur l'Azo, est retourné à la base avec le gouvernail détruit, la moitié de l'aile gauche perforée et le moteur crachant de l'huile, mais avec 2 victoires confirmées sur la mission. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait réussi à manœuvrer un avion aussi endommagé, Johnson a répondu « Je n'ai pas manœuvré. J'ai signalé et j'ai tiré. Thunderbolt fait le reste. » Les Allemands ont commencé à les appeler Der Panzerknacker, les tanks, pas par hasard. Les rapports de pilotes de JG2 et JG26 ont décrit les Pi-47 comme des combattants qui jettent comme des bombardiers et peuvent se tenir comme des chars. Un agent du renseignement de la Luftwaffe a marqué dans son journal « Nos coureurs perdent leur confiance. Ils savent que si un coup de foudre les prend en plongée, il n'y a pas de tactique qui les sauve. C'est comme combattre une loi de la nature. » Et la nature, comme il s'est avéré, était du côté américain. Dans la zone de convergence, à seulement 300 mètres, les 8 tuyaux de Thunderbolt portent un motif mortel, un cercle de destruction d'un peu plus de 6 pieds de diamètre. Tout ce qui a osé traverser cet espace faisait face à une tempête de 100 projectiles par seconde, chacun crache à 2900 pieds par seconde, un avance et un rideau de feu qui ne laissait aucune marge d'erreur ou de prière. Alors que les combattants allemands ont parlé à chaque coup de leur canon de 20 mm, limité à un maigre 120 ou 200 tirs, les pilotes américains pourraient garder le doigt dans la détente pendant plus d'une demi-minute, transformant le ciel en abattoir industriel. Les munitions étaient une symphonie de dévastation, incendiaires, traceurs et balles standards, combinées dans un modèle calculé non seulement. Certes, mais brûlé. Le lieutenant-colonel Francis Gaby Gabeski qui deviendrait le plus grand Américain d'Europe, avec 28 victoires décrites les fait avec une froideur qui a gelé le sang, lorsque vous frappez un Cent 9 avec les 8 mitrailleuses, il ne tombe pas. Mais le vrai cauchemar pour Luftwaffe n'était pas seulement une puissance de feu. C'était de l'altitude. Jusqu'en septembre 1943, les Allemands croyaient toujours que le ciel leur appartenait. Jusqu'à ce qu'ils découvrent trop tard que le Pi-47 a gagné en force là où ils ont perdu. Son moteur à double guêpe, turbo-compressé, maintenait la pleine puissance jusqu'à 30 000 pieds, tandis que les combattants germaniques, en fonction des compresseurs mécaniques d'une ou deux étapes, étouffaient et perdaient des performances au-dessus de 25 000 pieds. C'était comme si Thunderbolt respirait l'air mince avec la même faim avec laquelle il dévorait ses ennemis. Oberleutnant Hans Philipp, l'une des cendres les plus mortelles de Luftwaffe avec 206 victoires, a appris cette leçon de la manière la plus cruelle. Le 8 octobre 1943, à 28 000 pieds de plus de Brémont, sa machine FW-190 a aussi craint à des altitudes moyennes, de noter un poids mort. La BMW 801, si puissante près du sol, haletait maintenant comme un animal blessé, avide d'oxygène. Lorsque le Pi-47 du 56e groupe de chasse est descendu sur 32 000 pieds hachés, les Allemands n'avaient nulle part où courir. Robert Johnson, alors en route pour devenir un as, était de 31 000 pieds lorsqu'il a repéré Fuchserwolf de Philippe, avec son art du nez qui avait déjà terrifié tant de pilotes alliés. Son rapport de combat était aussi précis que mortel, j'ai ouvert le feu à 300 mètres, une déviation de 30 degrés. Des impacts tout au long du fuselage. L'avion ennemi a explosé. Aucun parachute n'a observé. La mort de Philippe a secoué Luftwaffe à la moelle. Si l'un de ses meilleurs, un homme qui avait survécu à plus de 500 missions dans les fronts orientaux et occidentaux, pourrait-il être abattu comme un novice, quel espoir est resté aux autres? Le commandement du haut allemand a nécessité un rapport urgent sur le Pi-47. Ce qui a atteint les mains de Hermann Göring en novembre 1943 était un verdict sombre, Thunderbolt a grimpé au-delà de 42 000 pieds, une altitude inaccessible pour tout combattant allemand. Sa vitesse dans la plongée bordait la barrière du son. Son bouclier comprenait une plaque d'acier de 3/8 de pouce derrière le pilote, un brin de balle d'un demi-pouce et des déflecteurs définis autour du moteur. Mais le pire n'était pas ça. C'était la capacité de l'avion à absorber les dommages qui détruiraient 3 combattants conventionnels et pourtant rentrer chez eux, comme s'il était forgé non pas en métal mais dans l'entêtement américain. Et puis est venue la version qui transformerait la peur en pure terreur. En janvier 1944, le Pi-47DE-22 a commencé à arriver en Angleterre, équipé de l'hélice hydrique standard de Hamilton et de ses palettes en forme des avirons 13 pieds de diamètre, larges comme des axes, coupant l'air avec une voracité mécanique.
Le résultat a été immédiat, où les vieux Thunderbolt ont grimpé à 2200 pieds par minute modeste, les nouveaux ont grimpé de 3000 pieds par minute, égalant ou dépassant tout combattant allemand à presque toutes les altitudes. L'accélération volante de la femelle s'est également améliorée considérablement, permettant au Pe-47 d'accumuler de l'énergie en tant que prédateur accumulant la faim avant l'attaque. Hauptmann Heinz Knock, un vétéran de Jagdgeschwader avec plus de 200 missions, a noté dans son journal de combat après une réunion près de Hanover en février 1944, les gros Américains ont appris à grimper. Nous avons attaqué une formation de bombards dispersés. Mais les lames en forme de rameaux ont non seulement amélioré les performances. Ils ont changé le son de la guerre. Le rugissement caractéristique de Thunderbolt, un tonnerre artificiel créé par les pagaies brisant la barrière du son, a été entendu à des kilomètres de là. Les troupes allemandes sur le terrain ont appris à reconnaître ce son guttural, profondément comme l'avertissement d'un dieu en colère, Donnerschlag, le Thunder of Destiny. Lorsque le ciel a résonné avec ce bruit, ils savaient que la mort était descente en spirale, implacable. Jusqu'en mars 1944, le Pe-47 équipé de réservoirs de carburant externe pourrait déjà escorter des bombardiers au cœur de l'Allemagne. Avec 208 gallons sur les ailes ou l'un des 75 gallons dans le ventre, sa portée dépassait 1000 miles. Et avec l'hélice des pagaies lâches, ils ont maintenu des performances mortelles même avec la charge supplémentaire, ils pourraient laisser tomber les réservoirs et le combattre en même temps, sans perdre un deuxième avantage. Luftwaffe a réagi en tant qu'animal accusé, il a concentré ses attaques contre des bombardiers, espérant infliger des pertes non durables. Mais cela signifiait traverser les rideaux de Thunderbolt, une tâche de plus en plus équivalente d'un suicide rituel. Les pilotes allemands ont développé un respect qui bordait ces robustes combattants. Le major Günther Rall, l'un des plus grands AI de l'histoire avec 275 victoires, a survécu de peu une réunion avec les Pe-47 le 6 mars 1944, laissant gravement blessé. Dans une interview d'après-guerre, il se souvient avec un mélange d'admiration et d'horreur. Nous avons vu leur grosse silhouette contre le soleil. Quelqu'un a ri et a dit, il y a des cochons volants. Personne n'a ri 30 secondes plus tard. Ils sont descendus comme une avalanche, plus vite que nous ne pourrions réagir. Dans la première passe, 3 de nos disparus, ils ont intentionné. Leur machine ne faisait pas des entrailles. Et puis est venue la révélation finale, les Thunderbolt non seulement escortés. Ils ont attendu. Alors que les combattants allemands fonctionnaient à la limite, brûlant du carburant à une puissance maximale, les grands radios américains pourraient planer pendant des heures à haute altitude, tournant autour des bombardiers comme des loups autour d'un troupeau, toujours avec réserve pour le combat et le retour. Lorsque les Mustang Pe-51 ont commencé à prendre des escortes à longue portée au printemps 1944, le Pe-47 a été libéré à ce qu'il ferait de mieux, la chasse sur le sol. Et c'est là que Wehrmacht a découvert que l'enfer n'avait pas seulement des ailes. Il avait des dents. Ce n'était pas seulement la taille d'un camion qui a impressionné, c'est ce que ce chasseur de 7 tonnes pouvait porter jusqu'à la bataille. Avec la variante des E-25, Thunderbolt est devenu une bête de charge mortelle, 2000 livres sous les ailes et un 500 sous le fuselage, une capacité des bombardiers moyens du début de la guerre. Mais l'aviation république ne s'est pas arrêtée là. Puis vint l'ajout des talons de fusée de longueur 0, des tubes de lancement qui ont transformé chaque aile en une batterie d'artillerie volante. 10 fusées Ashvar à 5 pouces, chacune avec la puissance destructrice d'un projectile de 105 mm, pourraient être tirées sur des sauvegardes qui ont déchiré l'armure comme papier. Le Luke Oberst von, commandant du 125 th Panzer Granadero Régiment pendant la campagne en Normandie, connaissait de près ce pouvoir. Il a décrit l'attaque comme quelque chose d'un cauchemar mécanique, ils étaient si bas que vous pouvez voir les visages des pilotes. Premièrement, le rugissement des moteurs, un son qui semble déchirer l'air de leurs poumons. Ensuite, la fusée de la fusée, comme crier. M avec la précision d'un tireur d'élite. Et c'est le 6 juin 1944 que la Luftwaffe comprit une fois pour toutes que la balance avait tourné. Plus de 500 Pe-47 ont parcouru le ciel normand, tissant une barrière impénétrable sur les plages. Tout chasseur allemand qui osait s'approcher des secteurs de débarquement était abattu sans pitié. L'Oberleutnant Wolfgang Fischer du Jagdgeschwader II, l'un des 3 seuls pilotes allemands à avoir réussi à atteindre les plages ce jour-là, rapporte avec amertume, le ciel appartenait aux Américains. Grimper dessus. On ne pouvait pas plonger dessous. Leurs mitrailleuses ont transformé nos avions en puits d'aluminium. Dans les semaines qui ont suivi le jour J, les Pe-47 ont systématiquement démantelé la capacité de la Wehrmacht à se déplacer de jour. Les chiffres sont à couper le souffle pour tout stratège, rien qu'en juin,
Les Thunderbolts de la 9e force aérienne ont détruit 651 locomotives, 3847 camions, 512 chars et véhicules blindés et 4553 charrettes tirées par des chevaux. La Wehrmacht n'était obligée de se déplacer que la nuit, ce qui entravait sa capacité à réagir aux avancées alliées. Les Allemands ont tout essayé, ils ont renforcé les blindages, multiplié les canons anti-aériens, amélioré le camouflage. Rien n'a aidé. La combinaison de vitesse, de blindage et de puissance de feu du Pi-47 le rendait presque invincible. Même les redoutables canons Flak de 88 mm avaient du mal à suivre les chasseurs volant à basse altitude, tandis que les rafales de 8 mitrailleuses de calibre .50 réduisaient des colonnes entières en décombres fumants. Tout en rasant l'Europe, le Thunderbolt faisait ses preuves à l'autre bout du monde, où les distances étaient vastes et les conditions brutales. Dans le Pacifique, le 348th Fighter Group découvre que les qualités du Pi-47 sont parfaites pour ce théâtre d'opération. Le colonel Neil Kirby, commandant de l'unité, a développé des tactiques spécifiques pour exploiter le potentiel de l'avion. Le 11 octobre 1943, il dirigea seulement 4 Pi-47 contre 40 avions japonais au-dessus de Wewak et abattit à lui seul 6 ennemis en une seule mission, ce qui lui valut la médaille d'honneur. Les Japonais, habitués à affronter des chasseurs agiles mais fragiles comme le Pi-40, n'étaient pas préparés à affronter ce monstre blindé. Saburo Sakai, qui affronta les Thunderbolts au-dessus de la Nouvelle-Guinée, écrivit plus tard « Nous les appelions des démons. Nos canons de 20 mm, qui détruisirent un Pi-40 en quelques tirs, semblaient n'avoir aucun effet. J'ai tiré des dizaines de fois sur un Thunderbolt et je l'ai vu s'envoler, comme s'il était indestructible. » La variante Pi-47N, conçue spécifiquement pour le Pacifique, a poussé l'évolution encore plus loin. Avec des réservoirs intégrés dans les ailes ou des ailes mouillées capables de stocker 93 gallons chacune, sa portée a été étendue à un impressionnant 2350 000. Cette version escorterait les BE-29 au cœur du Japon, prouvant que le chasseur, à jambes courtes, de 1943 était devenu une arme mortelle à longue portée. Mais c'est dans la confrontation avec les avions allemands que le Thunderbolt écrit son chapitre le plus audacieux. Le Messerschmitt Me-262, avec ses 540 000 par heure, devrait être intouchable pour n'importe quel chasseur à hélice. Cependant, les pilotes du Pi-47 ont découvert deux failles au moment vulnérable du décollage et de l'atterrissage, et lors de plongées vertigineuses à haute altitude. Le 27 novembre 1944, le lieutenant-colonel John C. Meyer du 352 ND Fighter Group fut l'un des premiers à abattre un Me-262 avec un Thunderbolt. Partant de 28 000 pieds, son avion a atteint des vitesses approchant les 500 000 par heure suffisamment pour rattraper l'avion en vol en palier. Le pilote allemand, confiant dans sa supériorité, n'a même pas vu le Pi-47 plonger jusqu'à ce que les 8 mitrailleuses .50 ouvrent le feu à 400 mètres. Dans le rapport combattant, Meyer a noté, les avions ennemis se sont désintégrés. Jusqu'au début de 1945, les variantes Pi-47M sont équipées d'injections de méthanol, ce qui a augmenté la puissance à 2800 chevaux, et a affiné l'aérodynamique de 470 000 par heure sur un vol stabilisé à 30 000 pieds. Assez rapide pour intercepter le Mi-262 dans des conditions favorables. Le major George Bostwick de la 63e équipe de chasse, il a abattu 2 jets en mars 1945 et a résumé la tactique avec une précision chirurgicale, ils sont plus rapides, mais ils ne peuvent pas se retourner et ils ne peuvent pas frapper notre batterie, et ils s'effondrent comme du papier. Ils doivent réduire la vitesse pour attaquer les bombardiers. Nous l'avons pris. L'apex de la supériorité industrielle américaine est survenu lors de l'opération Bodenplatte, la contre-attaque désespérée de la Luftwaffe le 1er janvier 1945. Près de 900 combattants allemands, dont leurs derniers vétérans, ont lancé des attaques surprises contre des bases alliées en Belgique et aux Pays-Bas. Dans le champ Y-34, près de Metz, qui abrite le 365th Hunting Group, l'attaque initiale était dévastatrice, 22 Thunderbolts détruits sur le sol, ainsi que d'autres avions. Un pilote allemand capturé, voyant les décombres, a causé « Que pensez-vous de cela ?» La réponse du major George Brooking a rejoint la 9e légende de l'Air Force. Il a souligné la piste, où les mécanismes poussaient déjà l'épave et préparaient les stands durs pour les substituts. Demain, nous en aurons 40 nouveaux. Combien de temps prenez-vous pour remplacer vos pilotes? Le sourire allemand a disparu. En 48 heures, la fraîcheur Pi-47D et 40 de l'usine a rempli la ligne de vol, à portée de dépôt en Angleterre. La Luftwaffe a perdu 271 avions et 213 pilotes sur le Bodenplatte, beaucoup d'entre eux instructeurs et dirigeants de squads irréprochables. Les Américains, à leur tour, ont perdu 134 avions sur toutes les bases attaquées,
toutes remplacées en une semaine. Les chiffres ont raconté l'histoire d'une défaite inévitable. République Aviation a produit 15 683 P-47 pendant la guerre. Sauf dans la puissance de feu. Juin 1944, Thunderbolt démontre une résistance exceptionnelle et des armes dévastatrices. Il est recommandé d'éviter l'engagement frontal. Décembre 1944, la supériorité numérique et tactique du P-47 rend toute opération offensive suicidaire. Priorité, développer contre vos tactiques de plongée. Mars 1945, le P-47 est sans aucun doute le système d'armes aériennes le plus mortel jamais utilisé. Ces notes n'étaient pas exagérées. Chaque Thunderbolt était une forteresse volante avec 8 mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm, synchronisées pour concentrer 100 projectiles par seconde dans un motif de la taille d'une plaque de 300 mètres. Les pilotes allemands ont appelé cet effet de feu Airwalls, ou du feu. Lorsqu'un P-47 a ouvert le feu, ce n'était pas un jet de balles, mais un mur métallique solide déchirant l'air à 880 mètres s. Les rapports d'autopsie d'aéronefs abattus ont montré que de nombreux Messerschmitt ont été réduits à la ferraille par des roulements de seulement 1 à 2 secondes. Le bouclier Thunderbolt 260 kg de plaques d'acier autour de la cabine est le fait du moteur pratiquement immunisé contre le feu des pilotes légers et des canons de 20 mm. Les pilotes américains sont revenus à la base avec des centaines d'impacts de fuselage, mais avec le moteur fonctionnant et les commandes réactives. Alors que l'Allemagne a eu du mal à remplacer les pilotes vétérans, les États-Unis ont transformé les jeunes agriculteurs, les mécanismes et les étudiants en chasseurs mortels en moins d'1 an. Le programme de formation américain était une machine pour produire des AES. En 1944, un cadet de l'USAF a reçu 200 heures aux avions primaires, comme le PT-17 Stearman, pour omettre les fondements du vol. 150 heures dans les entraîneurs avancés, ATSI Texan, pour améliorer les acrobaties et la formation. Moins 100 heures chez les combattants opérationnels, PI-40 ou PI-47, avant le premier combat. Simulateur de tournage avec un véritable tournage de combat de chiens pour analyser les erreurs. Pratiquer des missions avec de vraies munitions contre des cibles mobiles et statiques. Comparez cela avec le NOTE programme allemand de 1944, où les pilotes ont quitté les écoles avec 40 heures, beaucoup d'entre eux sur les planeurs. L'Oberleutnant Heinz Knock, un A avec 33 victoires, a décrit le désespoir. Nous avons reçu des garçons de 18 ans avec 20 heures de vol. Ils pouvaient à peine atterrir, et encore moins de combat. C'était comme envoyer des agneaux à l'abattoir. Les Américains, en revanche, ont atteint le front avec une précision chirurgicale. Le lieutenant James Godson, du 4e groupe de chasse, a rapporté « Mon premier massacre était un FW-190. Je l'ai engagé à 60 degrés, a ajusté la déviation, j'ai appuyé le déclencheur pendant 1,5 secondes. L'Allemand a simplement explosé. Ce n'était pas de la chance, c'était une formation. La différence n'était pas seulement dans les pilotes, mais dans la logistique qui les soutenait. Alors que la Luftwaffe dépendait du carburant synthétique de basse qualité, qui a endommagé les moteurs et des performances réduites, les PE-47 volent avec 100 octanes d'essence, affinés en quantité que l'Allemagne n'a même pas rêvé. Chaque base alliée en Europe avait un inventaire pendant 30 jours d'opérations intensives, avec une réapprovisionnement constante via des huiles souterraines, telles que Pluton, ou des trains blindés. Les Allemands, en revanche, ont rationné chaque goutte. En avril 1945, la plupart d'entre moi 262 les jets révolutionnaires, étaient sur le terrain faute de kérosène. Et puis il y avait le facteur psychologique. Le son d'un PE-47 en plongée était distinct, un hurlement aigu du compresseur de moteur Pratt & Whitney R2800, suivi du Thunder of Machine Guns. Des pilotes allemands ont appelé Der Teufelslarm, le bruit du diable. Les rapports de prisonniers ont décrit comment le moral s'est effondré lorsque les Thunderbolts sont apparus à l'horizon. Ils n'ont pas attaqué comme des combattants, ils ont balayé la zone comme une inondation, a écrit un lieutenant de Luftwaffe. Vous saviez que si vous étiez vu, vous étiez mort. Il n'y avait pas d'évasion. Sur Terre, les troupes ont développé une peur presque superstitieuse. Les soldats du front vétéran, habitués aux Stuka et aux Yak soviétiques, ont tremblé lorsqu'il a entendu les PE-47 s'approcher. Ils n'ont pas bombardé, ils ont écrasé, a rapporté un officier de la 7e division Panzer. Un billet Thunderbolt a laissé des cratères à 6 mètres, des véhicules face à des jouets et des hommes réduits à rien. Les chiffres finaux ne mentent pas. Entre 1943 et 1945, le PE-47 a dominé le ciel européen avec une efficacité brutale. 7067 avions ennemis détruits, plus que tout autre combattant américain.
90 000 véhicules militaires anéantis, l'équivalent de 18 divisions Panzer. 150 000 tonnes de bombes libérées, plus que toutes les régies aéronautiques italiennes pendant la guerre. 1,2 million de sorties, en moyenne 1000 missions par jour au cours des 6 derniers mois du conflit. Chaque Thunderbolt était un équipement sur une machine de guerre que l'Allemagne ne pouvait tout simplement pas égaler. Pas faute de courage, les coureurs de Luftwaffe se sont battus jusqu'au bout avec une bravoure qui inspire toujours le respect. Mais le courage sans ressources est comme un poing des armées contre une grande enclume. Les Américains n'ont pas gagné parce qu'ils sont plus intelligents ou plus intrépides. Ils ont gagné parce qu'ils pouvaient se permettre d'être implacables. Et lorsque le dernier P-47 a atterri en Europe en mai 1945, son travail a été effectué. La Luftwaffe avait été écrasée sous le poids de 15 683 Thunderbolt, chacun d'eux un témoignage silencieux d'une simple vérité: dans la guerre moderne, l'industrie décide qui survit. Les Allemands ont appris cela de la manière la plus difficile. Les Soviétiques, qui ont également fait face au même P-47 en Asie. Et le monde n'a jamais oublié. Les rapports de renseignement allemands racontent l'histoire de la défaite en nombre froid et progressif. 2. Sans médiocrage, à l'exception de la vitesse de plongée. Mitrailleuse insuffisante contre les combattants de canon. Évaluation, menace minimale. Décembre 1943. L'arrogance déborde des lignes. Ils croyaient toujours que la guerre aérienne était un duel d'élégance, pas une force brute. 6 mois plus tard, le ton a changé. Performance exceptionnelle à haute altitude. Résistance structurelle extrême. Pouvoir de feu problématique. Pilotes démontrant des tactiques améliorées. Évaluation, menace significative au-dessus de 25 000 pieds. Juin 1944. La réalité commençait à s'imposer. Les Thunderbolts ont non seulement assimilé les combattants allemands à l'altitude, ils les ont dominés. Et là où la Luftwaffe dépendait de la précision chirurgicale, les Américains ont inondé le ciel avec une tempête en plomb. Jusqu'à ce que, en mars 1945, la conclusion était inévitable: la chasse dominante. Supérieure à tous les types allemands au-dessus de 20 000 pieds. Pouvoir de feu dévastatrice contre toutes les cibles. La résistance structurelle rend le massacre extrêmement difficile. Évaluation, menace critique dans toutes les altitudes. Météo rating. Il s'agissait d'une question de survie. En 1985, lors d'une réunion des pilotes allemands et américains à Phoenix, en Arizona, les anciens ennemis se sont rencontrés sans armes, mais avec des souvenirs qu'aucun traité de paix ne pouvait effacer. Parmi eux se trouvait le général der Jagdflieger Adolf Galland, l'homme qui avait commandé les combattants de la Luftwaffe. Interrogé sur le P-47, sa réponse n'était pas un stratège, mais d'un homme qui avait vu l'avenir et a perdu contre lui. Nous avons fait une terrible erreur en 1943. Nous avons vu cette grande et lourde chasse et rire. Nous avons dit que les Américains ne comprenaient pas le combat aérien. Qu'ils avaient construit un bombardier et appelé la chasse. Nous étions nous qui ne comprenons pas. Ils n'avaient pas essayé de construire une chasse européenne. Un feu dévastateur des faits. Le premier vol de Galland sur un P-47 capturé après la guerre a été une révélation. La puissance était incroyable. Elle montait comme si elle tombait. La cabine, confortable. Visibilité, excellente. Les commandes, précises. C'était un avion pilote, blindé comme un réservoir. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'était que l'Amérique construisait plus de 15 000 de ces machines complexes tout en combattant 2 océans. Ils ont fabriqué plus rapidement que nous ne pouvions construire des combattants simples. Les Allemands ont appelé les 8 mitrailleuses .50 du Thunderbolt The Roosevelt Piano pour le son caractéristique qu'ils ont fait. Une fois que vous avez entendu ce son, vous n'avez jamais oublié. Beaucoup de mes amis l'ont écouté pour la dernière fois. Le P-47 a non seulement vaincu Luftwaffe. Il l'a écrasé. Pas avec l'élégance, mais avec une philosophie industrielle qui a transformé l'acier, le carburant et la détermination en domination absolue. Chaque composant était en retard, les attaches des ailes ont soutenu 18 tonnes, mais souvent le poids chargé de l'avion. Le moteur résistait aux forces 12 grammes. Les câbles de contrôle ont été en double avec des systèmes de sauvegarde automatiques. Même le système d'alimentation était un chef-d'œuvre, 8 boîtes de munitions indépendantes, chacune avec 425 coups de feu, alimentées par des moteurs électriques pour éviter des manœuvres extrêmes. Les armes ont été chauffées électriquement afin de ne pas geler en altitude. Chacun avait son propre mécanisme de recharge et pouvait être synchronisé individuellement.
La convergence des coups de feu était réglable de 150 à 400 mètres, permettant aux pilotes d'optimiser le modèle d'impact pour le ray. Combat Yellow. Même après la guerre, certains vétérans allemands ont insisté sur le fait que le PI-47 a gagné par quantité, non par la qualité, que ses combattants étaient techniquement supérieurs, mais se sont noyés en nombre. Les enregistrements de combat prouvent le contraire. Dans l'engagement où les forces étaient égales, les Thunderbolts ont prévalu. Les mitrailleuses lourdes, jetées comme inférieures aux canons, étaient plus mortelles dans la pratique. Les analyses de tournage de la caméra avec des caméras montrent pourquoi, alors que les canons allemands nécessitaient une précision de millimètres et étaient des munitions limitées, entre 120 et 200 tirs au total, les Américains .50 ont créé un nuage de probabilités destructrices. Aux distances de combat typiques, une rafale de 2 secondes a placé au moins 20 balles dans une cible de taille de chasse, suffisante pour assurer sa destruction. Et les balles elles-mêmes étaient supérieures. Les projectiles améliorés .50 perforants ont utilisé un système de détonation détoné, pénétrant avant d'exploser. Le composé incendiaire a brûlé à 3000 degrés Fahrenheit, suffisamment de température pour régler les structures en aluminium de feu. Des projectiles allemands de 20 mm, bien que plus lourds, ont souvent explosé sur l'impact, causant des dommages spectaculaires mais parfois superficiels. Le PI-47 n'a laissé aucune place pour la survie. Aujourd'hui, au Musée national de l'US Air Force à Dayton, Ohio, un PI-47 des restaurés repose parmi d'autres icônes de l'aviation. Son signe décrit les spécifications et les décorations, mais la vraie histoire est dans une petite vitrine, .50 cocon de dépense et un étirement de caméra de tir montrant un Focke-Wulf 190 se désintégrer sous le feu. Vous trouverez ci-dessous une citation d'un pilote allemand non identifié extrait d'un rapport d'interrogatoire de 1945. Nous avons ri quand nous les avons vus pour la première fois. Fat et les combattants qui ne se sont pas tournés, ils n'ont pas grimpé, ils ne se sont pas battus. Nous avons arrêté de rire quand nous avons réalisé qu'ils n'avaient pas à se retourner ou à grimper. Ils ont juste souligné ces armes pour vous, et vous avez cessé d'exister. Des rires sont morts avec nos camarades. Thunderbolt est entré dans la guerre comme une blague. Il est sorti comme la vergue du ciel européen. Entre un rire et le silence suivi, 8 mitrailleuses à Brunching synchronisées ont réécrit les règles du combat aérien et enterré Luftwaffe sous une avalanche de plomb. En avril 1943, les pilotes allemands ont combattu dans le combattant laitier. En mai 1945, il n'y a pas de pilote allemand pour se moquer. Le tonnerre avait parlé. Et le paradis appartient depuis à ceux qui comprennent que dans la guerre, le dernier mot n'est pas donné par l'élégant mais implacable.